avec nous ce matin. Vous revenez sur la prise d'otages et puis la libération des otages israéliens qui se fait au compte-gouttes pendant ce temps de trêve qui a été terminé, ça y est, avec ce livre « Otages, une histoire ». Oui, exactement. Évidemment, c'est l'actualité la plus brûlante, c'est parce que c'est l'un des enjeux du conflit qui se joue actuellement entre le Hamas et Israël, c'est les otages israéliens. D'ailleurs, on a parlé que de ça la semaine dernière et la semaine précédente, et c'est pas terminé puisque ces échanges entre prisonniers palestiniens et otages israéliens vont se faire au compte-gouttes pendant toute la durée du conflit. Et en fait, ce que nous rappelle le livre que vous avez évoqué, donc Otages, une histoire, c'est que le phénomène est bien plus ancien, que l'histoire regorge d'exemples célèbres, et on va en citer quelques-uns. Pourquoi ? Tout simplement parce que avant l'invention du droit international, donc avant disons le 19e, 20e siècle, l'otage, c'est l'un des moyens parmi les plus anciens, nous dit l'auteur, pour se garantir contre la violation d'une parole donnée. Voilà, l'otage est alors donné par un gouvernement, un souverain à un autre. Il s'agit rarement d'un rapt ou d'une capture dans ce cas-là, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, mais plutôt d'un échange dans le cadre d'un accord. Voilà, et ça, c'est une coutume qui va perdurer jusque fin du XVIIIe siècle. Alors, quelques exemples pour vous donner une idée de l'ampleur de ce phénomène. Le premier, c'est Philippe de Macédoine, donc le père d'Alexandre le Grand, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Lui, il est donné par son frère aîné, au roi de Thèbes, pour sceller une alliance politico-militaire entre la Macédoine et Thèbes. Et ça va marcher. Bon, ça n'empêchera pas Philippe de Macédoine de reprendre le contrôle de la Macédoine et d'ailleurs d'être l'unificateur des Grecs ensuite. Et de paver le boulevard à son fils Alexandre. Deuxième exemple, celui du général Aëtius, dit le dernier des Romains par les historiens de son époque. Aëtius, c'est celui qui a remporté la victoire des champs cataloniques contre Attila en 451. Avant de devenir cet officier de l'armée romaine, Aëtius, qui était un fils d'aristocrate, un fils de patricien, avait été envoyé comme otage chez les barbares, en l'occurrence chez deux rois barbares, celui des Visigoths dans un premier temps, puis celui des Huns dans un second temps. Et c'est d'ailleurs là qu'il a rencontré Attila. Il a fait une partie de son éducation avec lui, puisque contrairement à ce qu'on pense, et ce qui a été évidemment je dirais propagé par l'historiographie officielle, les barbares l'étaient parce que barbare en grec veut dire qui ne parle pas barbarique, qui ne parle pas le grec, mais en vérité, comme d'ailleurs plus tard chez les Mongols, c'était des civilisations tout à fait sinon raffinées, très éduquées. Et donc là-bas, qu'est-ce qu'il a appris ? L'art de la guerre notamment, les techniques de combat des Huns, et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs gagné cette fameuse bataille des champs cataloniques en 451. Oui. Et un troisième exemple qui nous touche plus parce que c'est l'histoire de France, c'est François Ier. François Ier, quand il perd la bataille de Pavie en 1526, il est capturé par Charles Quint, son grand ennemi, son grand rival, son continent. Et Charles Quint le garde plusieurs mois en otage pour rédiger un traité de Madrid, et ce traité de Madrid par lequel Charles Quint veut obtenir le duché de Bourgogne. Donc ça dure quelques mois. Finalement, François Ier accepte de signer. Charles Quint n'est pas tout à fait confiant, donc il réclame une garantie. Cette garantie, ça va être les deux fils aînés de François Ier qui vont être envoyés à Madrid, en Espagne. Et ils y resteront quelques années parce que, aussitôt rentré en France, François Ier va décider de ne pas respecter le traité. Donc, et notamment, il ne veut pas donner la Bourgogne. Ce qui fait que les enfants vont rester à la cour d'Espagne, où ils seront traités avec les égards dus à leur rang. Enfin, ils vont rester quand même presque 4 ans. Et ne seront libérés que contre une rançon. Voilà. Donc, vous voyez, ça, cette pratique, elle est assez courante dans les relations interétatiques avant le 19e, 20e siècle. Oui, est-ce que vous voulez dire finalement, c'est presque que finalement ces otages, là, on parle d'otages presque royaux, en tout cas qui sont une monnaie d'échange qu'il faut absolument préserver, donc bien les traiter. Exactement. Alors dans le cas qui nous intéresse présent, c'est-à-dire le cas israélien, ça n'a plus rien à voir parce que entre temps, bien des choses se sont passées. La prise d'otage, d'abord, est interdite par le droit de la guerre et le droit international.
Donc c'est aujourd'hui une pratique totalement proscrite. Mais on Mais là, voit bien pourtant, on a qu'il y a bien quand des même... otages des deux côtés. Voilà. Israël aussi a Alors, pris des otages, non? alors on va vous dire que juridiquement, comme ils sont dans un circuit juridique et qu'il y a des procédures en cours, ce ne sont pas des otages, ce sont des prisonniers. Hmm. Donc, Ah, mais d'accord. alors que le Hamas les a capturés violemment, je dirais, Oui, bien contre sûr, leur bien gré. sûr, bien sûr, oui. Bon, les autres c'est contre leur gré, mais je veux dire, il y a peut-être une procédure. Après, tout est quand vous voyez qu'il y a des femmes et des enfants parmi les prisonniers qui sont libérés, effectivement, on peut se poser la question. Mais ce qui demeure dans cette pratique et qui est ancienne, en tout cas, c'est pas là un accord entre princes, entre rois, évidemment, puisque c'est extrêmement violent et on est dans le domaine presque criminel. Mais il y a la notion d'échange, puisqu'on voit bien que il Hmm. y a même un cours de l'otage qui est fixé, si j'ose dire. Oui, Le cours de quelle horreur. l'otage, Oui. c'est un otage israélien et 3 prisonniers palestiniens. Donc il y a la notion d'échange qui est ancienne et qui est quasiment dans l'étymologie du mot, otage, hein, hostes, l'hospes latin, mais il y a une notion de garantie aussi. Donc c'est une monnaie d'échange en réalité. Hmm. Et il y a des exemples. Il y a un exemple tristement célèbre, c'est évidemment celui de l'occupation allemande. Rappelez-vous le décret Kettel qui fixe en 41, je crois, le nombre d'otages exécutés à 50 ou 100 par soldat allemand tué en zone d'occupation. Voilà. Hmm. Bon, ce qui fait que cette pratique était appliquée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, monnaie d'échange, elle l'est toujours. Elle l'est pour des raisons politiques. Dans le cas du Hamas, c'est raisons politiques, puisqu'on veut libérer des prisonniers politiques ou des activistes politiques. Mais elle peut être aussi crapuleuse. On l'a bien vu en Colombie avec les FARC. C'était Oui, une industrie. bien sûr. L'affaire Ingrid Betancourt. On l'a vu au Sahel beaucoup plus récemment. Que ce soit les humanitaires ou les journalistes qui ont été enlevés, ils ont bien souvent été libérés contre rançon. Même, Hmm. même Hmm. chose en Afghanistan avec les talibans. Mais là, on revient je dirais, à la prise d'otage politique, un petit peu comme celle qu'on a connue aux Jeux Olympiques de 1972. Rappelez-vous, ces athlètes, la délégation d'athlètes israéliens qui a été prise en otage par un groupe palestinien, déjà. Première prise d'otage télévisée de l'histoire, hein, suivie en direct à Munich, les Jeux de Munich. Et vu le contexte actuel, je pense que ça doit donner des sueurs froides aux organisateurs de la sécurité des JO de Des Paris, JO, qui oui. sont quand même, qui ont souvent dans 6 mois. D'ailleurs, certains, Voilà. comme Frédéric Pechnard, ancien responsable quand même de la police notamment, ont demandé d'annuler ces JO ou de les faire se dérouler ailleurs. Donc ça pose de vraies questions de sécurité, notamment sur ces questions d'otages. Mais très intéressant en tout cas votre historique sur les otages et de voir comment ça a fonctionné, les otages d'une autre époque et puis aujourd'hui en effet avec presque un cours des otages et puis ces prises d'otages crapuleuses également que vous rappeliez. Merci beaucoup Jean-Louis Tremblay. Et puis Toxin continue, n'hésitez pas à vous continuer de nous relayer, de nous pousser avec vos pouces justement, ça va faire pousser notre référencement. Et puis nous dans quelques instants nous recevons Alexandre Delval, spécialiste des relations internationales, islamologue, professeur de géopolitique, qui va revenir avec nous sur ces questions d'attentats, de terrorisme islamique sur notre sol. Et puis on fera un parallèle avec justement cette guerre israélo-palestinienne. Est-ce le même combat qui se déroule ici sur nos terres et puis sur les terres en effet d'Israël et de Palestine? C'est la question également qu'on posera Alexandre Delval dans quelques secondes désormais.